Donc on est très content d'accueillir Jeannette Abel, que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous je pense connaissent parce qu'elle écrit très souvent sur le sujet sur lequel elle va intervenir ce soir, qui est l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Bon, alors je me suis demandé un petit peu comment traiter ça, parce que les gauches gouvernementales en Amérique latine, c'est quand même à la fois un phénomène nouveau, récent, je vais y revenir, et d'autre part, c'est impossible de traiter de certaines situations plus particulières en les différenciant en un temps qui doit faire à peu près 3/4 d'heure, c'est d'après ce que m'a dit Philippe. Donc je vais essayer de montrer pourquoi l'importance de cette nouvelle situation, parce que c'est une situation totalement nouvelle que ces gauches gouvernementales, et la manière dont elles ont accédé au gouvernement, et également les problèmes qu'elles rencontrent aujourd'hui. Et je vais insister sur les problèmes qu'elles rencontrent aujourd'hui, bien sûr, et qui nous intéressent particulièrement, sans minimiser les succès et les victoires qui ont été remportées. Bon, alors en plus, Carmen est là, Carmen Castillo, et je vais peu parler du Chili, parce que pour l'instant, la gauche gouvernementale n'est pas au pouvoir au Chili, pas encore. Est-ce qu'elle fera partie de la gauche gouvernementale, Michelle Bachelet? Vous allez voir, ça fait partie des problèmes. Et il y a un fond sonore. Bon, vous m'entendez? Non, le micro est mal mis. Je ne sais pas ce qu'il y a à côté. Bon, bon alors, donc je vais essayer de montrer un peu quels sont comment on en est arrivé là et quels sont les grands problèmes qui se posent, essentiellement en traitant des stratégies de développement qui sont mises en application aujourd'hui et des contradictions de ces stratégies de développement. Alors, pour comprendre d'abord l'Amérique latine, les gauches gouvernementales, il faut comprendre qu'on a été sur le continent, on a connu une succession de cycles politiques et sociaux extrêmement rapides. C'est pas nouveau, hein. En Amérique latine, tout le XXe siècle a été marqué par une grande instabilité politique d'une part, mais d'autre part par des cycles politiques et historiques qui sont relativement brefs. Et là, en l'occurrence, la fin du XXe siècle et le début du XXIe, on est passé de la fin des dictatures à la fin du consensus, de ce qu'on a appelé le consensus de Washington, c'est-à-dire l'application de politiques néolibérales brutales, d'une extrême brutalité, qui ont donné lieu à des mobilisations sociales absolument exceptionnelles à l'échelle internationale. Carmen arrive de Bolivie, donc elle pourra parler un petit peu de la guerre de l'eau, parce que je ne vais pas avoir le temps de le faire. Et ces mobilisations sociales exceptionnelles expliquent le fait que des victoires électorales aient été remportées par des dirigeants ou des partis de gauche, on va les appeler comme ça pour l'instant, et que ces victoires électorales se soient relativement stabilisées, parce que ça fait quand même à peu près une douzaine d'années, 13 ans on peut dire, que le continent connaît des gouvernements animés par ces partis de gauche, ou par des dirigeants de gauche. Parfois les partis, je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer dans ces détails, parfois les partis ne sont pas vraiment des partis, mais en tous les cas, depuis 1998, c'est ça la période qui nous intéresse, Chavez, le Venezuela, 1998, 2001, la crise en Argentine, 2002, l'élection de Lula au Brésil, puis ensuite 2005, la Bolivie, l'Équateur avec Rafael Correa, les réélections au Venezuela, l'élection de Dilma Rousseff. Donc on est quand même dans une séquence à la fois historiquement brève, mais très significative, d'une douzaine, 13 ans. Et cette séquence latino-américaine, elle s'inscrit précisément au moment où les bouleversements géopolitiques qui sont provoqués par la mondialisation sont des bouleversements, parce qu'on change, il faut bien comprendre qu'on a changé d'époque et de plusieurs points de vue que je n'aurai pas le temps de développer.
ce qui marque le plus du point de vue international ces bouleversements, c'est qu'on a un déclin relatif de l'hégémonie américaine, nord-américaine. Vous savez qu'on disait traditionnellement que l'Amérique latine était l'arrière-cour, le périmètre de sécurité, le backyard, etc., des États-Unis. Un continent, un sous-continent sur lequel ils ont exercé une hégémonie quasiment totale jusqu'à la fin du XXe siècle, ou en tout cas jusqu'à la moitié du XXe siècle avec la révolution cubaine. Bon, donc déclin relatif de cette hégémonie et montée de la Chine et de la puissance chinoise. Je sais bien que ça apparaît comme une tarte à la crème, un lieu commun, mais je voudrais juste donner un ou deux éléments pour montrer, vous allez voir l'importance des changements et l'importance des bouleversements que cette émergence de la Chine provoque en Amérique latine. Alors, je disais donc, on a une séquence d'environ 12-13 ans, des gouvernements démocratiquement élus stables et qui ne sont pas renversés par des coups d'État. C'est d'ailleurs pour ça que je disais, c'est notamment le produit du déclin relatif de l'hégémonie américaine. Imaginez que jamais dans le passé, quelqu'un comme Chavez au Venezuela aurait pu se maintenir au pouvoir dans le contexte politique du XXe siècle. Alors, pourquoi je dis la Chine et pourquoi c'est pas une banalité ou un truc qu'on lit dans les journaux comme ça? Parce que la conjoncture économique dont ces gouvernements ont pu profiter pendant cette décennie est une conjoncture économique qui a été extrêmement favorable. Malgré, et plutôt en partie à cause de la crise argentine de 2020, et cette conjoncture économique qui a été extrêmement favorable et qui l'est en partie encore, bien qu'on assiste probablement à un certain retournement, est liée à quoi? Elle est liée au boom des matières premières. Donc vous savez sans doute que l'Amérique latine est absolument riche. Et ce boom des matières premières, il vient de la demande chinoise en premier lieu. Vous avez 1,3 milliard d'habitants en Chine, et vous avez en Amérique latine, du point de vue des minerais, du point de vue des ressources agraires, etc., un potentiel qui fait que la Chine, aujourd'hui, est le premier partenaire commercial du Brésil, donc avant les États-Unis, et qui fait que la Chine, en 2011, je vous donne juste, après je donnerai plus de chiffres, mais pour que vous ayez une idée, le commerce entre les deux régions, alors l'Asie et l'Amérique latine, alors l'Asie, d'abord la Chine évidemment, ce commerce entre 1999 et 2011 s'est accru chaque année de 20%. Les échanges commerciaux se sont accrus chaque année de 20%. Et la Chine, en 2011, est, je vous le disais, le premier partenaire du Brésil et du Chili, mais le deuxième partenaire de l'Argentine, du Pérou et du Venezuela. Donc ça, c'est un changement absolument majeur. Je pourrais donner plus de détails sur d'autres choses comment les Chinois, comment la Chine investit au Panama et comment elle investit sur des questions absolument, y compris dans des domaines stratégiques, tels que le canal de Panama et d'autres choses. Donc, on est dans ce contexte-là. Donc, arrivée de gouvernements de gauche, alors on va mettre des guillemets, on pourra après décliner ce qu'on met dans le gouvernement de gauche, avec une conjoncture économique favorable et une possibilité grande d'échapper justement aux contraintes traditionnelles avec les États-Unis dans cette conjoncture-là. Donc c'est pour ça que je dis on est dans quelque chose qui est nouveau, et là j'en viens à ma première question. C'est dans ce contexte que ces gauches gouvernementales vont appliquer des stratégies de développement qu'on qualifie aujourd'hui de développementisme, néo-développementisme, national-populaire, post-néolibéral, enfin bon, et vous allez voir que les concepts sont relativement vagues, peut-on dire. Il y a des raisons à cela, mais j'y viendrai après. En tous les cas, ce sont des stratégies de développement qui renvoient à ce qu'on avait connu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Amérique latine déjà, c'est-à-dire des stratégies de développement qu'on pourrait caractériser comme s'articulant autour d'un développement plutôt auto-centré, avec un retour de l'État considéré comme un État stratège,
et comme visant à la fois élargir le marché intérieur, à impulser, si on veut, un développement social en partie différent, et des stratégies qui s'articulent plus précisément autour de 3 choses. La récupération des richesses nationales. Alors, récupération des richesses naturelles qui se fait soit par des renégociations de contrats avec les grandes multinationales, c'est ce qui a été fait en partie en Bolivie, soit parce qu'on augmente les royalties qui sont issues notamment du pétrole, on a fait ça au Venezuela, soit, et surtout au Venezuela, par des nationalisations qui ont été importantes au Venezuela, dans des secteurs, que ce soit le ciment, que ce soit l'électronique, etc. Donc des nationalisations essentiellement au Venezuela, encore qu'en Argentine, même le gouvernement argentin de Cristina Kirchner, qui est un gouvernement péroniste, le péronisme étant un mouvement politique indéfinissable ou définissable, en tous les cas extrêmement vaste, enfin, elle a renationalisé l'entreprise pétrolière qui était sous contrôle de la multinationale espagnole Repsol. Bon, donc, récupération des richesses naturelles, réaffirmation de la souveraineté nationale sur ces richesses, mesure une hostilité assez importante, inégale. Vous voyez bien, je fais quelque chose qui est une généralisation qui peut être excessive, hein, parce que si on rentre dans le détail, on va voir que le Brésil, c'est pas la même chose que le Venezuela, bien sûr, mais une hostilité, en tous les cas, quand même, marquée à l'égard de tout libre-échange, et en particulier envers les États-Unis et envers l'Union européenne, et donc des mesures protectionnistes adoptées au moins pour certains échanges, y compris par le Brésil. La présidente brésilienne a récemment décidé de mesures protectionnistes à l'égard de Apple et de Foxconn, l'entreprise taïwanaise qui fabrique les iPhones. Elle a décidé que désormais, nos téléphones portables là, seraient fabriqués au Brésil avec de la main-d'œuvre brésilienne, et elle a interdit à Foxconn, ce que Foxconn faisait avant, c'est-à-dire d'apporter de la main-d'œuvre de Taïwan et de Chine au Brésil, en leur faisant fabriquer des portables qui eux-mêmes étaient d'abord programmés sur ordinateur à Taïwan et dont on envoyait les programmes. C'est le principe des industries, des usines d'assemblage et des maquillages par exemple au Mexique. Donc elle a pris ces mesures-là alors que le gouvernement de Dilma Rousseff se caractérise quand même pas par une audace. Donc vous verrez, parce que je vais traiter de cette histoire des deux gauches dont on a beaucoup parlé, j'en parlerai à la fin, donc y compris au Brésil, mesures protectionnistes et limitation des accords de libre-échange, en particulier de la part des pays dont on est en train de parler, hein, donc Brésil, Argentine, Venezuela, Bolivie, Équateur, Nicaragua, Cuba et quelques autres bricoles. Il y a eu un événement politique majeur en 2005, puisque c'est en 2005 que le projet de traité de libre-échange que les États-Unis voulaient impulser entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, donc sur l'ensemble du continent, le projet ALCA, Zone de libre-échange des Amériques en français. Bon, ce projet, sous l'impulsion de Chavez, mais avec l'appui de Lula, a échoué en 2005 à Mar del Plata. C'était un projet majeur, hein, et il faut comprendre, c'est du même ordre que le traité transatlantique, là, hein, on peut dire, qui est en train de se négocier. Cet échec est extrêmement important, parce que ce traité-là aurait été un traité de libre-échange sur à peu près 900 millions à 1 milliard d'habitants, sur de l'Alaska à la Terre de Feu, et vous comprenez bien que ça modifie les rapports de force à l'échelle internationale. Et c'est sous l'impulsion et de Chavez et de Lula, mais appuyé par les autres, mais pas par tous les pays, pas par tous les gouvernements, ils ont emporté la victoire, ils ont fait échouer ce projet, donc, qui est une date extrêmement importante et qui marque justement la fin de l'hégémonie traditionnelle quand même, en tout cas absolue, de Washington. Alors, et le troisième élément dans ces stratégies de développement, une impulsion à l'intégration régionale du continent. Une impulsion à l'intégration régionale qui est aussi quelque chose qui interpelle et dont moi je fais état relativement souvent. Pourquoi? Parce que c'est une intégration qui est en cours. Il y a
espèce de pile d'assiettes d'accords d'intégration extrêmement nombreux, mais c'est une intégration qui est en cours, qui est fondée sur le respect de la souveraineté nationale de ces différents États, de ces différents gouvernements, et qui se fait dans une perspective confédérale. Bon, c'est quelque chose qui suscite pas mal, pour moi, de discussions par rapport au débat qu'on peut avoir sur l'Europe ici, mais en tous les cas, en Amérique latine, c'est ça la perspective. Or, c'est une intégration régionale qui n'en est qu'encore à ses débuts, mais néanmoins, c'est une intégration régionale qui a fait des choses tout à fait remarquables. Il faut le dire, là aussi, sous l'impulsion au début de Chavez, avec deux volets. Il y a un volet d'intégration qui est plus intégré et qu'on appelle l'ALBA, qui regroupe plutôt Cuba, Venezuela, Équateur, etc., et pas le Brésil, et pas l'Argentine, et qui est, lui, plus étroitement lié du point de vue des échanges commerciaux, mais il y a mis en place en ce moment une communauté des États d'Amérique latine qui s'appelle la CELAC, une autre qui s'appelle l'Union UNASUR, qui est l'Union des Nations d'Amérique du Sud, et qui alors là ne comprend que le sud du continent, et pas le Mexique, donc et pas l'Amérique centrale. Et ces structures d'intégration ont déjà quand même, notamment quand il s'agit de l'ALBA, mais même du point de vue politique, pour vous donner juste un exemple, la CELAC, et qu'elle préside actuellement, d'abord elle regroupe tous les pays sans aucune exception, Mexique compris, bon, donc indépendamment des références politiques et idéologiques. Hein. Et elle est présidée par Raúl Castro, elle est présidée actuellement par Cuba, c'est une présidence tournante, bon, avec une espèce de troïka comme celle qu'on pouvait connaître en Europe, mais c'est quand même l'intégralité des gouvernements droite et gauche d'Amérique latine qui a mis sur pied cette intégration. Après, on va discuter des limites de tout ça, bien sûr, mais tout cela se fait quand même avec, dans quelques cas, des mesures absolument extraordinaires. C'est Chavez qui a impulsé quelque chose qui s'appelle Petrocaribe, et qui est tout simplement le fait on vend du pétrole à Cuba, à des pays d'Amérique centrale, à des petites îles des Caraïbes et à d'autres pays, non seulement à des tarifs extrêmement préférentiels, mais avec des délais de paiement de 25 ans par exemple. Moi, je n'ai jamais vu aller. Je dis ça parce qu'après, je vais parler des contradictions, mais si vous voulez, là, et à Cuba, il m'est donné le pétrole, donc, tout simplement. Donc, il y a, ce qui m'intéresse, je le dis juste au passage, il y a à la fois un processus confédéral d'intégration qui est en marche, avec beaucoup de contradictions, de difficultés, etc., mais en même temps, avec une vision internationaliste, dans certains cas, qu'on retrouve pratiquement nulle part. Et ces échanges, parfois, qui ont des caractères presque d'accords de troc dans certains cas, c'est vrai avant tout par le Venezuela, mais quand même, ce sont des processus qui n'ont rien à voir avec des processus que nous, on peut connaître. Je dis bien tout ça avec des limites, des difficultés, j'en parlerai après. Alors, premier volet sur le plan économique de ces stratégies de développement, qui ont des différences, hein, mais il y a quand même globalement quelque chose de commun que j'ai mentionné. Sur le plan social, deuxième volet, sur le plan social, des conquêtes sociales. Alors, des conquêtes sociales, là, qui à la fois, elles aussi sont importantes, et en même temps, qu'il faut analyser de manière très précise. Ce qui est fait, alors au Brésil, les conquêtes sociales, enfin les mesures qui ont été adoptées, qui ont quand même fait reculer la pauvreté d'une proportion d'environ 40%, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, hein, mais ces mesures sociales, ce sont ce que la Banque mondiale appelle des transferts conditionnés. C'est-à-dire que ce sont des subventions qui sont accordées par l'État, mais qui sont les subventions accordées par l'État conditionnées au fait, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, que les enfants aillent à l'école, que les parents cessent de les faire travailler, par exemple, dans les entreprises agraires, qu'ils soient vaccinés, qu'ils aient un suivi médical, etc. Bon, transferts sociaux conditionnés. Mais c'est ça, et ça n'est rien d'autre. Hein. Ça n'est pas la création d'emplois, ce ne sont pas des mesures structurelles, mais elles ont quand même eu un effet important. Et alors, au Venezuela, ça porte un autre nom. C'est pas tout à fait pareil parce que le contexte économique est quand même différent. Au Venezuela, ça s'appelle des missions. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Ce que Chavez a mis sur pied, c'est des missions sociales. Alors, en matière de santé, d'éducation,
de construction de logements, etc. Bolivie et Équateur également. Donc il y a un progrès social réel, mais qui n'est pas le fruit de mesures structurelles. Je vais y venir après. Troisième, je vais vite. Troisième caractéristique sur le plan politique. Là, les progrès sont substantiels, hein, et même, dans certains cas, jamais vus. Ça a commencé avec Chavez, on aurait pu remonter même à la fin de la dictature brésilienne. Assemblée constituante, nouvelle constitution, c'est le cas, alors à part le Brésil, ça a été le cas, Venezuela, Bolivie, Équateur, etc. Et ces assemblées constituantes et ces nouvelles constitutions comportent des dispositions qui, dans certains cas, sont des dispositions extrêmement progressistes. Alors, d'une part, au Venezuela, je vais citer que deux choses. D'une part, au Venezuela, vous avez un droit de révocation inscrit dans la Constitution. Et c'est un droit de révocation qui ne concerne pas seulement le président de la République. Il faut un certain nombre de signatures, mais elles ont déjà été atteintes, ces signatures, ce nombre de signatures dans le passé, par l'opposition. Et il n'y a aucun doute sur le fait que l'opposition va d'ailleurs essayer de le réutiliser. Droit de révocation non seulement du président, mais de tous les postes de l'État, députés, que ce soit députés ou gouverneurs. Et Assemblée constituante qui accorde des droits institutionnels sur d'autres plans qui sont très importants. Autre disposition constitutionnelle, l'exemple de la Bolivie et l'exemple de l'Équateur. En Bolivie, c'est tout simplement la reconnaissance des droits des peuples indigènes qui est inscrite dans la Constitution. Et l'État bolivien est défini comme un État plurinational. Plurinational parce qu'il reconnaît les peuples originaires, hein, ce qu'on appelle, on les appelle comme ça. Alors avec, là on peut apporter par la suite, petite parenthèse, quelques bémols, les droits des peuples, la reconnaissance des peuples indigènes et les droits des peuples originaires sont pas toujours empreints d'un progressisme formidable, notamment en ce qui concerne l'avortement, qui n'est pas reconnu, enfin il est presque nulle part en Amérique latine par ailleurs, mais y compris parce que la justice, les traditions du droit indigène et de la justice indigène sont reconnues dans la Constitution. Ça, c'est beaucoup moins bien parce que ça inclut les châtiments corporels. Donc il y a eu quelques incidents déjà très graves. Je dis ça tout de suite pour nuancer, mais il ne faut pas néanmoins minimiser la portée de ce que c'est pour... Il n'est pas question de faire un tableau tout rose, mais il ne faut pas minimiser la portée de cela, parce que ça, c'est après 500 ans de colonisation espagnole, ne s'était jamais vu. Bon, et sur le plan environnemental, la constitution équatorienne, je ne sais pas si vous avez entendu Correa, qui était là la semaine dernière, à Paris, qui a fait une conférence à la Sorbonne, mais sur le plan environnemental, la constitution équatorienne comprend des dispositions, j'en dirai deux mots après, extrêmement positives aussi pour la sauvegarde de l'environnement. Comprenez l'importance de tout ça dans des pays, là on parle de l'Équateur où il y a 14 millions d'habitants et qui est un pays extrêmement pauvre, qui à part le pétrole exporte des crevettes et des fleurs coupées, donc c'est pas terrible comme ressource, ou la Bolivie qui est le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, mais où on vient de découvrir du lithium, ce qui explique une présence très fréquente maintenant de Bolloré pour les batteries, les voitures électriques. Alors, une fois, et dernier élément sur le plan politique, dernier élément diplomatique cette fois, commun à l'ensemble de ces gouvernements, pour l'essentiel, d'une part, une prise de distance extrêmement ferme à l'égard de Washington, à l'égard des États-Unis, qui leur est commune, qui est peut-être le dénominateur commun le plus commun, une politique de non-ingérence, de refus de toute ingérence. Donc le Brésil, par exemple, mais pas seulement, s'est opposé à l'intervention française au Mali, s'oppose aux propositions politiques qui sont faites envers la Syrie, et les autres pays aussi. Et plus généralement, l'affirmation qu'il faut un monde multipolaire, et c'est pourquoi d'ailleurs l'Amérique latine doit constituer un ensemble particulier dans ce monde multipolaire. Alors, une fois qu'on a, après avoir résumé un peu ce qui synthétise les acquis de ces stratégies, de ces nouvelles stratégies de développement, les difficultés maintenant, mais au passage, je vous dis, il y avait tout un débat en France pendant toute une période de gauche. Il y avait la gauche brésilienne, qui était réformiste, au pouvoir avec Lula, plus réformiste,
et la gauche vénézuélienne qui était plus à gauche. C'est vrai que ce n'est pas la même chose et qu'il est incontestable qu'il y a eu plus de réformes structurelles au Venezuela qu'il y en a eu au Brésil, et qu'on a été, si vous parlez d'incursion dans la propriété, il y en a eu beaucoup plus qu'au Venezuela, même au Brésil actuellement. Dilma Rousseff opère des privatisations du point de vue des infrastructures, des aéroports, des routes, etc. Donc il n'est pas question de dire que c'est pareil, il y a quand même une stratégie commune avec ses différences, et c'est ça qui pose problème maintenant, parce que les succès globalement importants rencontrés par cette stratégie commune commencent maintenant à rencontrer des obstacles, et on rentre dans une phase qui est probablement une phase plus difficile aujourd'hui pour ces gauches gouvernementales. Alors pourquoi? La première qu'elles ont, c'est que sur le plan économique, c'est Pierre Salama, l'économiste que vous connaissez sûrement, qui l'a exprimé le mieux dans son dernier livre. Tout ce boom des matières premières a provoqué ce qu'il appelle, enfin ce que tout le monde appelle maintenant, une reprimarisation des économies. Autrement dit, on est retourné, oui, en partie, à une étape où on exporte les produits primaires, agricoles ou minerais, et au détriment du développement industriel et de l'exportation des produits manufacturés. C'est en premier lieu vrai pour le Brésil, mais pas seulement pour le Brésil, et parallèlement, en plus, un essor de l'agro-business au Brésil, alors le soja, l'éthanol, etc., toujours pour les mêmes raisons. Parce que là, la raison essentielle, c'est qu'il y a un débouché. Un débouché pas petit, c'est la Chine. Et la Chine paye en plus, paye comme il faut. Donc, premier problème, reprimarisation des économies. Et qui dit reprimarisation dit risque de dépendance, bien sûr. Risque de dépendance parce qu'on se retrouve dans ce que les théoriciens de la dépendance appelaient la théorie des ciseaux. Hein. Vous exportez des matières premières, si vous importez des biens manufacturés, les prix des matières premières sur le long terme tendent quand même, en général, c'est pas le cas en ce moment, mais tendent à baisser, et les prix des biens manufacturés augmentent, ça croise. Donc, premier danger, reprimarisation. Deuxième danger, évidemment lié toujours à ce problème de l'extraction des matières premières, ce qu'on a un développement impressionnant de l'extractivisme. C'est-à-dire qu'on a maintenant une généralisation de l'extraction du pétrole, des minerais, etc., un peu partout, ce qui provoque des problèmes très sérieux dans tous ces pays-là. Or, la gauche gouvernementale qui s'était engagée, y compris dans les constitutions, à ne pas prendre ce chemin-là, se trouve, dit-elle, en partie contrainte de le faire. Alors, le meilleur exemple, c'est l'exemple équatorien que vous connaissez sûrement. Correa avait une excellente initiative. Il avait dit, nous on est prêts à geler nos ressources de pétrole qui se trouvent dans l'Amazonie, dans la partie amazonienne de l'Équateur, si on reçoit une compensation financière internationale. C'était une proposition remarquable, qui a été acceptée par le PNUD, donc une officine de l'ONU, qui a été acceptée par l'Allemagne, la Norvège, un peu la France, un peu l'Espagne, enfin bref, mais la compensation financière qui consiste à laisser le pétrole sous l'Amazonie et à respecter la biodiversité, elle est beaucoup plus importante que tout ce qui a été acquis jusqu'ici. Et si bien que là, le résultat des courses, c'est qu'il a annoncé tout récemment que dans ces conditions, l'Équateur ne pourrait pas respecter cet engagement, dans la mesure où les ressources n'étaient pas suffisantes. Et je vous disais, l'Équateur exporte des fleurs coupées et des crevettes, vous imaginez bien, c'est le pétrole qui peuvent être une aide au financement, y compris aux dépenses sociales, que cette gauche équatorienne, et Correa est quelqu'un qui est plus compétent que certains de ses collègues, que cette gauche équatorienne peut mettre en application. Donc, outre ça, les politiques extractivistes ont des conséquences, alors pas seulement en termes d'environnement, mais en termes sociaux, parce qu'elles ont redynamisé, remis en marche les mobilisations indigènes qu'on avait connues dans la période précédente. Parce que qui est-ce qui se remobilise aujourd'hui en Bolivie, en Équateur,
dans le nord du Brésil, dans le nord de l'Argentine, les Mapuches au Chili, etc., les mêmes, enfin les mêmes, une partie des mêmes, c'est-à-dire qu'une partie des communautés indiennes qui occupent ces territoires, qui vivent sur ces territoires, bon, recommencent à se mobiliser, vous avez sûrement vu dans les journaux, bon, et créent d'énormes difficultés à ces gouvernements-là qui avaient pris des engagements que de fait ils ne tiennent pas. Alors il faut faire attention, soyons pas, hein, c'est très compliqué. Le dilemme pour un pays comme l'Équateur, pour un pays comme la Bolivie, pour le Brésil, là par contre, évidemment on est dans un pays de 200 millions d'habitants qui fait 17 fois la France. Là, la différence entre en ligne de compte. Donc une grande difficulté à cause de ça. Et troisième type de difficulté, le maintien de l'économie rentière. Et ça c'est le Venezuela. C'est une économie pétrolière, une économie rentière, et tout ça est extrêmement néfaste, parce que les problèmes que rencontre le Venezuela, et c'est des problèmes très sérieux actuellement, hein, sont des problèmes. Alors, on n'a pas de solution clé en main, mais notamment et la corruption, et la délinquance, et le trafic de drogue, etc., ce sont des épiphénomènes, ou en tous les cas, ce sont des conséquences de cette économie rentière. Si vous prenez le Venezuela, vous avez un pays qui exporte, dont le pétrole représente à peu près 80% des exportations, et qui pratiquement ne produit rien pour l'alimentation de sa population. Donc il importe sa nourriture, d'où en premier lieu de Colombie, parce qu'il y a une frontière commune, mais également d'autres pays. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire au Venezuela. Donc il faudrait sortir de cette économie pétrolière. Ben, on pourrait prendre l'Algérie, c'est un cas de figure différent, mais sur le fond, on pourrait sortir de cette économie, il faudrait sortir de cette économie pétrolière, mais là il y a un problème très difficile à résoudre. D'abord, le pétrole que le Venezuela exporte, il l'exporte d'abord aux États-Unis et maintenant en Chine. Mais aux États-Unis, il est raffiné ce pétrole. Il n'est pas raffiné au Venezuela. Il n'y a presque pas de raffinerie au Venezuela. Petit aparté, si demain les Américains qui sont en train d'exploiter le pétrole, le gaz de schiste à tout berzingue, diminuent les achats de pétrole au Venezuela, ça va pas être, la situation va être et déjà ça se fait sentir, va se faire sentir sur le plan des prix des barils de pétrole, et c'est déjà aujourd'hui un peu le cas. Donc, or, pour sortir d'une économie rentière pétrolière ou d'une économie de monoculture, il faut du temps, et il faut des moyens, et il faut un rapport de force. Et au Venezuela actuellement, il y a une opposition de 38% qui ne bouge pas, on est à 38-40%, et il est possible que là, justement, si la révocation, et s'ils obtiennent la révocation du président actuel de Maduro, il est possible justement qu'on revienne en arrière, et d'une manière très 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 importante. Alors là, vous voyez en plus, un des angles d'attaque, là je fais un peu une parenthèse, mais un des angles d'attaque de l'opposition, c'est pour ça que je crois qu'il faut toujours, bien qu'on soit conscient des difficultés, un des angles d'attaque de l'opposition, c'est quoi? C'est, mais évidemment, vous donnez le pétrole à tout le monde, vous le donnez à Cuba en premier lieu, mais au Nicaragua, mais aux autres, vous le donnez pour rien, vous nous maintenez dans la dépendance de cette économie rentière et pétrolière. Ça, c'est un des angles d'attaque de l'opposition, alors que nous proposons d'en sortir. Donc là, je dis cela parce qu'en même temps, la diplomatie pétrolière de Chavez a été un élément du rapport de force face aux États-Unis. Donc, ça rappelle un peu ce que Guevara, ce que le Che a connu à Cuba au tout début, quand ils ont voulu sortir de la monoculture du sucre. Hein. Quand ils ont voulu sortir de la monoculture du sucre, ils ont été obligés de faire marche en arrière à toute allure, parce que si on n'avait plus de moyens, si on n'exportait plus le sucre, on n'avait plus d'argent, et le temps de reconvertir l'économie, eh ben, il fallait plus de temps que ça. Et là, si on voulait, on ne peut pas sortir immédiatement du pétrole. Donc, si on veut sortir du pétrole, il ne faut pas avoir sur le dos et son opposition et les Américains. Ça, j'en dirai un mot à la fin. Bon, je dis ça. Donc, voilà, problème de reprimarisation de l'économie, problème de l'extractivisme, problème des économies pétrolières, et puis incertitude, parce que cette histoire de boom des matières premières qui aujourd'hui atteignent des prix faramineux ne va pas durer éternellement, parce que la Chine connaît des difficultés internes et que la viabilité, la stabilité de ces échanges n'est pas évidente. Alors pour conclure sur cette première partie,
on a eu des réformes très importantes, politiques, sociales et en partie économiques, mais derrière tout ça, il y a une équation simple. Aucun pays, et pas même le Venezuela, n'est une économie de marché capitaliste. Hein. On est dans une économie de marché capitaliste sur l'ensemble du continent. Et donc on est confronté, on a à la fois des stratégies de développement qui ont incontestablement permis l'amélioration extrêmement sensible de la situation de la population. Au Venezuela, la chute de la pauvreté, hein, c'est la plus importante reconnue par l'ONU. Alors ça, au moins, personne ne conteste les chiffres. C'est la plus importante qu'il y a eu sur le continent. Donc nous, on ne peut pas... Et baisse des inégalités sociales aussi. Donc on ne peut pas faire la fine bouche devant ce genre de choses. Mais les mécanismes, je vais venir sur le plan social et politique, les mécanismes de l'économie de marché, du capitalisme, sont toujours à l'œuvre. Et quand par exemple, vous avez peut-être vu la campagne qui est menée aujourd'hui à propos des mesures qui sont prises sur la dévaluation du bolivar au Venezuela et du contrôle des flux de capitaux, ce sont des campagnes politiques menées par l'opposition, et le fait qu'on commence à plus trouver dans les magasins un certain nombre de marchandises, c'est des politiques de sabotage très claires des grandes entreprises, y compris encore américaines, qui sont par exemple Archer Mitchell, etc., qui continuent à être présentes et qui sont dans les circuits de distribution. Bon, alors je vais terminer après sur ces questions-là, qui sont des questions stratégiques. Enfin, sur le plan, autre difficulté, sur le plan social, toutes les conquêtes dont j'ai parlé, incontestables, mais les services publics, une chose sont ces transferts sociaux, autre chose est l'existence de services, le développement des services publics. Et ça, c'est exactement la clé de ce qui s'est passé au Brésil. C'est-à-dire que vous avez eu, je ne répète pas ce que j'ai dit précédemment, mais moi j'étais à Rio l'année dernière, personne n'imaginait un seul instant que les mobilisations, le Brésil c'était le pays d'abord des mobilisations, il n'y en avait pas eu par rapport au reste du continent, et personne n'envisageait un seul instant que tout le monde avait les yeux fixés 2014-2016, la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques. Et puis tout d'un coup, ça a explosé. Et là, c'est un phénomène complexe. Alors, Carmen était au Brésil il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'elle pourra, elle aussi, dans les explications qui me semblent très claires, si vous voulez, moi j'étais dans les universités, j'ai vu les jeunes. Transferts sociaux, c'est une chose, mais du point de vue de l'éducation publique, c'est une catastrophe. La santé publique, une catastrophe aussi. C'est-à-dire que si vous allez dans un hôpital public ou dans une université publique, il n'y a aucune comparaison avec le statut des universités privées ou des cliniques et des hôpitaux privés. Et en tous les cas, à l'université, ce que est évident, à la fois il y a une mesure importante qui avait été prise contre les discriminations à l'égard des Noirs, et qui est d'ouvrir l'accès aux universités publiques. Mais en même temps, si vous venez d'une école publique et que vous rentrez dans une université publique, et que premièrement, vous allez avoir des moyens dérisoires, mais deuxièmement, quand vous sortez de là, la différence, l'écart entre ces universités et les universités privées fait que sur le marché du travail, il n'y a pas photo. Donc, au fur et à mesure que les nouvelles générations arrivent maintenant sur le marché du travail, ces nouvelles générations ont d'autres exigences. Alors j'ai dit université, hôpitaux, alors les transports, on s'est parti sur les transports. Et moi, à ce moment-là, je discutais avec Renaud Lambert au Monde Diplo, et il me disait, je ne comprends pas, parce qu'ils ont augmenté de 20 centimes de réal, c'est-à-dire rien, le ticket de métro. Mais quand vous êtes à Rio, ça sont des villes absolument immenses. Souvent, vous prenez le métro 6, 7 fois, 8 fois par jour, et vous n'avez pas d'abonnement mensuel, de carte comme nous on peut en avoir, et 20 centimes de réal faisait tout de suite beaucoup, outre l'incommodité des infrastructures, etc. Donc je dis ça parce que dans le bilan sur le plan, je vais aller plus vite, sur le plan social et politique, de ces stratégies de développement, c'est évidemment un bilan contrasté, et qui est d'autant plus contrasté que les formations sociales dans ces pays se sont différenciées au fur et à mesure que ces stratégies étaient appliquées. J'en donne juste deux exemples. Les communautés indigènes, par exemple, aujourd'hui, on l'a vu je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une route construite par les Brésiliens qui doit traverser la Bolivie pour unir l'Atlantique et le Pacifique, et cette route traverse un territoire indigène. Mais
Et donc il y a eu une manifestation considérable et une opposition à Evo Morales, hein, au président bolivien, et lui-même un Indien Aymara, très grande. Mais l'autre partie, ça c'était le fait d'une partie des communautés, mais l'autre partie des communautés indigènes, qui, elle, a profité, depuis l'accession d'Evo Morales au pouvoir, d'un certain nombre d'avantages, qui cultive des terres et qui a besoin de routes et d'infrastructures, s'est mobilisé contre l'autre. Et ça, c'est un phénomène social qui a fait quelque chose qui n'existait pas avant. De même qu'au Brésil, vous voyez bien, ces jeunes qui se sont, il n'y avait pas que les jeunes, mais ces mobilisations citoyennes, si on veut, qui se sont produites au cours de l'année, sont des mobilisations. Alors, Dilma Rousseff a dit, elle a fait une déclaration incroyable en disant, vous voyez, c'est parce que nous avons réussi à créer ce que nous voulons créer, un pays de classe moyenne. Et alors, ces gens qui doivent gagner en termes d'euros entre 400 et 500 euros par mois, avec un pouvoir d'achat, bon, c'est pas, on ne compare pas avec ici, mais enfin, ça non, rien, enfin, qualifier ça de classe moyenne est évidemment très excessif. Elle a même dit qu'il y avait 100 millions, sur 200 millions d'habitants, 100 millions de classes moyennes. Il y a donc des différenciations sociales maintenant qui, à la suite des stratégies appliquées, font naître de nouveaux besoins et de nouvelles différenciations. Alors, deux dernières choses pour terminer. Bon, sur le plan politique et sur le plan sociétal. Alors, sur le plan, je suis dans le chapitre des difficultés. Maintenant, sur le plan politique et sur le plan, d'abord sur le plan politique. Une des choses très intéressantes en Amérique latine, et qu'on a souvent cité quand on a parlé dans les débats à propos du Front de gauche, etc., est le fait que les vieux partis ont connu une usure absolument spectaculaire, et pour certains ont disparu de la scène pratiquement. C'est le cas au Venezuela, avec la social-démocratie et la démocratie chrétienne, c'est le cas en Bolivie, c'est le cas en Équateur, etc. Donc, et c'était le cas évidemment au Brésil, où ils n'ont pas disparu, mais où un nouveau parti, le PT, a émergé après la dictature avec Lula. Donc, usure ou disparition des vieux partis et refondation de nouveaux partis. Un des exemples les plus intéressants étant le MAS en Bolivie, parce que le MAS, c'est une fédération, si vous voulez, d'organisations sociales. Hein. C'est une fédération de syndicats, d'organisations de femmes, d'organisations paysannes, qui se sont fédérées et qui ont formé le mouvement vers le socialisme, c'est ce que veut dire le MAS, un parti mouvement qui fonctionne sur un mode complètement consensuel. Mais donc ça a été aussi une des conséquences de l'accession de ces gauches au gouvernement, et un phénomène qui a suscité énormément d'espoir. Problème aujourd'hui, sans les évoquer tous, quel problème? Prenons le PT, parce que ça on en a parlé, des phénomènes de corruption qui sont loin d'avoir disparu, mais très loin d'avoir disparu. Autrement dit, les espoirs suscités par la nouvelle constitution brésilienne, par le Parti des travailleurs, etc., ont été passablement écornés, parce que dans le cadre, et là je commence à aller vers la fin, la conclusion, des problèmes stratégiques auxquels tous ces gouvernements maintenant sont confrontés, parce que ce Parti des travailleurs qui est minoritaire au Parlement, ce PT, mais qui a la présidence, puisqu'il l'a eu avec Lula et avec Dilma, ce Parti des travailleurs est minoritaire et il a acheté, un des plus grands scandales qu'on a fait cela, c'est l'achat de voix d'autres partis pour pouvoir faire passer un certain nombre de dispositions, de réformes, certaines positives et certaines qui l'étaient beaucoup moins. Bien, ça c'est le cas du PT, mais maintenant vous avez en Bolivie avec le MAS des phénomènes de corruption, pas seulement financière, et en plus financièrement beaucoup moins importante qu'au Brésil, mais d'octroi de postes, de clientélisme, qui sont une vieille tradition, qui était une vieille tradition du pays avant, mais qui sont maintenues et qui existent toujours, et qu'on retrouve, et dont de favoritisme, de distribution des postes, enfin, qui est un des grands travers, hein, ce clientélisme des pratiques latino-américaines. Autre exemple différent, le PSUV au Venezuela. Encore que, bon, le nouveau parti créé par Chavez, hein, donc vous savez qu'il regroupe le Parti communiste et quelques formations de gauche, et qui est majoritaire quand même. Et là, deux problèmes. D'une part, un secteur de ce parti, celui qu'on appelle la bolibourgeoisie,
bourgeoisie bolivarienne, hein, si vous voulez, la transcription. Bolibourgeoisie, qui est le PSOUF sert d'ascension sociale, est un moteur de l'ascension sociale pour certains secteurs de l'appareil et pour certains secteurs de l'ancien appareil d'État qui se sont vite reconvertis. Et d'autre part, caudillisme, dans la tradition historique latino-américaine, à laquelle Chavez n'échappait pas. C'est-à-dire que vous avez un verticalisme impressionnant, et l'une des conquêtes démocratiques dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, et je dis juste deux mots, les conseils communaux qui ont été instaurés par Chavez à l'échelle des municipalités, et qui sont des conseils communaux extrêmement actifs, qui disposent d'un budget au niveau des municipalités. Donc une conquête et une structure qui a d'ailleurs été longuement discutée et qui est toujours une structure importante, mais ces conseils communaux sont quand même plutôt conçus comme devant être monopartidaires, c'est-à-dire on considère que ces conseils communaux sont réservés aux partisans de Chavez, ce qui est déjà un premier problème, et d'autre part, surtout, ils sont chapeautés par la présidence, qui décide en dernier ressort. Que vous avez une pyramide, si on veut, de conseils communaux, mais pour les pouvoirs au sommet de l'État sont extrêmement limités. Donc des problèmes, je ne détaille pas plus, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, des problèmes politiques maintenant aussi. Et enfin, des problèmes sur le plan sociétal non résolus. Alors j'ai dit, alors les grands fléaux, pas résolus, et c'est toujours pareil, parce que les contraintes qui montrent qu'on est maintenant dans une situation que moi je caractérise quand même comme une situation d'impasse, corruption, narcotrafic, délinquance, problème de sécurité. La délinquance au Venezuela et dans plusieurs pays d'Amérique latine est la plus élevée du monde. Elle est quelque chose comme 15 fois supérieure, 20 fois supérieure à ce qu'on peut connaître en France. Et donc, vous avez un vrai problème pour sortir dans la rue. Enfin, en tous les cas, c'est un des problèmes qui mobilise l'opposition au Venezuela. C'est un problème au Brésil. Bon, donc, et lié à ça, un problème qui est lié à la justice, au fait que, d'une part, une situation d'impunité par rapport aux dictatures qui ont précédé, une impunité qui a été remise en cause en Argentine. Et au Brésil, par exemple, typique, on a seulement mis sur pied, il y a un an, une commission de la vérité, pas plus, c'est déjà important, mais enfin bon, ça ne va pas très loin. Pour l'essentiel, vous n'avez pas eu de jugement de toutes ces anciennes dictatures. Bon, et donc, parce que la justice et la composition de l'appareil judiciaire n'a pas été modifiée. Et de même que, je vais arriver un peu vers la fin, de même que pour l'essentiel, l'appareil d'État et la composition de l'appareil d'État n'a pas été modifiée. Et ce que Chavez a essayé de faire, c'est lui qui a été le plus loin sur ce plan, c'est de contourner l'ancien appareil d'État, alors avec les conseils communaux, mais en plus en nommant avec ses propres nominations dans l'appareil d'État, à la tête de PDVSA, de l'entreprise pétrolière, des gouverneurs, tout ce que vous voulez, dans un cadre électoral aussi, mais les anciens sont toujours là, y compris sur le plan diplomatique. Alors, avant d'arriver vraiment cette fois quand même vers la fin, un dernier mot, l'influence des églises. Je dis des églises parce que bon, l'Amérique latine est le continent le plus catholique du monde. Hein. C'est pas par hasard que c'est un Argentin qui a été élu pape maintenant pour la première fois, mais il y a une progression énorme des églises évangéliques, autrement dit des sectes protestantes de tous azimuts, qui est aussi un élément très néfaste, mais qui est respecté, à part concernant l'avortement, alors que les mobilisations de femmes en Amérique latine, c'est quelque chose, hein, c'est des mobilisations énormes. Mais concernant l'avortement, à part la ville de Mexico, la capitale du Mexique, à part l'Uruguay qui a récemment voté une loi un peu limitative, à part Cuba bien sûr, où l'avortement est autorisé depuis longtemps, et qu'est-ce que j'oublie? J'oublie quelque chose. Mais sinon, l'avortement n'est autorisé nulle part, pas même au Venezuela, hein, ni au Venezuela, ni en Argentine, ni au Brésil, avec des présidentes qui sont des présidentes femmes, l'avortement n'est pas autorisé, l'avortement est illégal. Donc ça vous donne quand même, c'est un élément supplémentaire de l'étroitesse des marges de manœuvre et également des réformes qui ont été effectuées. Alors,
autrement dit, et j'arrive vers la fin, je crois que maintenant, le panorama va être plus difficile. Alors, on le voit au Venezuela, parce que bon, ça change quelque chose, hein, que Chavez ne soit plus là. Bon, on pouvait contester un certain nombre de méthodes politiques, mais enfin, c'est un grand bonhomme sur le plan latino-américain. C'est quelqu'un qui a fait des choses tout à fait remarquables, bon, et qui après avait des pratiques politiques qui sont malheureusement encore très prégnantes sur le continent. Mais on est dans une situation d'impasse qui est une impasse stratégique. Pourquoi? Parce que, et donc, pour résumer, on reste dans le cadre d'une économie de marché et de contraintes qui deviennent lourdes. On voit maintenant, parce que la situation, on était au bord d'un retournement du point de vue de la période des années précédentes à cause de la crise internationale. On voit que du point de vue de la croissance, etc., indépendamment du débat sur la croissance, mais on voit que tout cela est en train quand même les ressources diminuent, les contradictions sociales sont plus aiguës, et du point de vue politique, le problème maintenant est quand même lui aussi quelle alternative en définitive. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour nous parce que c'est quand même dans le monde, sur la planète, là où les choses ont avancé le plus sur le plan social, économique. Enfin, on a des expériences passionnantes et malgré tout, on est maintenant, on arrive à un point où cette question-là commence à être un obstacle majeur. Alors, ajouter à ça, et c'est pas du tout un détail, Cuba, c'est-à-dire le fait qu'on est maintenant sur un processus qu'on pense tout à fait négatif. Alors, il y a quelques aspects positifs, mais pour l'essentiel, on est sur une voie chinoise ou vietnamienne, hein, appelez-la comme vous voulez. Le processus de réforme à Cuba, c'est ça, sans que, avec quelques mesures qu'on peut appuyer, mais pour l'essentiel, ce que symbolise Cuba aujourd'hui, c'est justement l'échec d'une alternative, et d'une alternative qui a été un immense espoir sur le continent latino-américain, et un espoir pour tout le monde. Et face à cet échec-là, on pouvait avoir, au début du XXIe siècle, l'idée, et je ne dis pas que c'est fini hein, du tout, l'idée que se dessinait une voie alternative qui combinerait démocratie, mobilisation sociale et alternative économique, et là on sent que pour l'instant on n'est pas là-dedans. Alors Marco Aurelio, que Carmen connaît comme moi, m'avait dit, un des conseillers de Dilma Rousseff et surtout de Lula avant, il a écrit dans un livre, avant on n'avait pas beaucoup, c'est donc un des dirigeants du PT, avant on n'avait pas beaucoup de force, mais on avait beaucoup d'idées. Maintenant on a beaucoup de force, mais on n'a plus beaucoup d'idées. Ce qui est un bon résumé, hein, c'est un principal conseiller diplomatique y compris de la présidence actuelle. Alors, bon, on bute là-dessus, et juste pour le résumer, avant de dire deux mots de la politique américaine, moi, un jour, j'étais au Venezuela, et alors il y avait un Cubain qui s'est levé dans une réunion de conseil communal et qui a dit, il y avait l'opposition qui était présente, et en plus c'est une opposition jusqu'à maintenant extrêmement divisée, il ne faut pas se tromper, c'est une opposition extrêmement réactionnaire, qui malheureusement entraîne du monde derrière elle. Et ce Cubain s'est élevé, il avait dit, nous, si on avait eu affaire à des gens comme vous, à Cuba, la réponse était simple, c'était paredón, au poteau. Ah oui, mais voilà, mais au poteau aujourd'hui, au Venezuela, c'est pas possible, et ailleurs, en tout cas dans le rapport de force actuel. C'est pas forcément souhaitable. Voilà, bon, on peut dire que c'est pas souhaitable. Non, mais là, on est tous contre la peine de mort, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, mais là où c'est compliqué, c'est quand vous avez cette opposition qui utilise tous les moyens, hein, tous les moyens, je peux vous dire au Venezuela, et vous voyez, alors c'est pas seulement pas la peine de mort, mais il n'y en a pas en prison. Le coup d'État contre Chavez en 2002, les auteurs du coup d'État ne sont pas en prison, ne sont pas emprisonnés. Bon, ici, ils le seraient, hein, mais là-bas, ils ne le sont pas. Et ils ne le sont pas parce qu'ils ne peuvent pas. Imaginez si demain il fait ça. Bon, déjà là, il faut voir les campagnes qui sont menées depuis les États-Unis à l'égard du président actuel. Bon, alors après, il y a toutes les difficultés, les dysfonctionnements dont j'ai parlé et les erreurs, bien sûr.
sur lesquels je ne me suis pas étendue, mais c'est très très compliqué. Vous gérez une situation dans laquelle, en gros, si on voulait schématiser, le paradigme vénézuélien est intéressant. On pourrait dire vous avez tous les pauvres avec vous, enfin la majorité, on va dire, des pauvres et des très pauvres avec vous. Et au Venezuela, vous avez l'oligarchie, enfin, appelons-la comme on veut, la richissime bourgeoisie vénézuélienne qui a des privilèges dont on n'a même pas idée, nous, ici, et puis qui entraîne les classes moyennes derrière elle. Alors, pour des tas de raisons, mais parce que, par exemple, tout bêtement, les conquêtes qui ont été faites dans l'éducation nationale, elles ont été très mal prises par les enseignants auparavant. Ils considèrent qu'ils ont leur statut social n'est plus rien. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'université à Caracas. Leur statut social a été dégradé. Les médecins, n'en parlons pas, c'est même bien pire que ça. Hein. Donc, et ça fait quand même beaucoup de mal si vous ajoutez les profs, les enseignants, y compris les techniciens, etc. Bon, et y compris cette espèce de panaméricanisme ou de philo-américanisme qu'il y a dans certains pays, notamment de ce type. Bon, alors juste un mot, donc je crois là qu'on arrive sur une situation qui, donc je ne sais pas, personne ne sait comment elle va se dénouer, avec quand même, alors là, des différences avec chez nous, des mobilisations populaires, un potentiel de mobilisation qui reste extrêmement élevé, une vraie conscience politique aussi, hein, qui est le résultat de tout ce qui s'est passé, et l'inconnu des prochaines années. Alors pour terminer, juste deux mots sur la politique américaine et l'intégration régionale. Alors la politique américaine, donc déclin relatif parce que les armes dont ils disposent sont quand même extrêmement importantes. Alors, premièrement, puissance militaire, et pour vous donner un exemple, la plupart même pas tous, mais la majorité des gouvernements latino-américains continuent à participer aux manœuvres militaires et navales qui sont impulsées par les États-Unis et qui sont une tradition tout au long du XXe siècle. Donc puissance militaire, et l'arme politique la plus puissante, l'arme la plus puissante sont les accords de libre-échange. Actuellement, l'objectif central des États-Unis, c'est d'enfoncer un coin dans le processus d'intégration régionale latino-américain en multipliant les accords de libre-échange, d'une part avec ce qui s'appelle l'Alliance du Pacifique. L'Alliance du Pacifique, c'est tous les pays qui sont sur la façade du Pacifique, donc les pays les mieux placés dans les échanges avec l'Asie, donc Mexique, Colombie, Pérou, Chili, plus maintenant l'Uruguay est observateur, et un deuxième projet, enfin qui n'est pas un projet, qui est en train d'être négocié, encore plus redoutable, qui s'appelle le Trans-Pacific Accord, et qui est un accord transpacifique, donc avec l'Asie, un accord qui est négocié avec les pays de l'Asie, notamment du Sud-Est, et l'Amérique latine, les pays membres de l'Alliance du Pacifique. Et quel est l'objectif de ça? L'objectif de ça, c'est de casser le Mercosur, j'en ai pas parlé, mais qui est un processus d'intégration régionale qui regroupe le Venezuela, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. C'est de casser ça pour casser l'hégémonie brésilienne là-dedans. L'UNASUR, la CELAC, etc., c'est d'enfoncer un coin, et ça, c'est leur arme essentielle. Et avec ça, d'ailleurs, ils arrivent en ce moment, y compris, à multiplier les accords bilatéraux, y compris avec des pays dont on aurait pu penser, Pérou par exemple, bon, encore que son président a tourné kazakh, mais dont on aurait pu penser qu'il n'allait pas accepter justement ça. Donc il y a des accords multilatéraux, des accords bilatéraux, et qui sont une arme formidable de destruction massive, c'est le cas de le dire, qui est un coin enfoncé dans l'unité latino-américaine. Donc, deux petits détails, même pour illustrer également tout ça. L'Argentine, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, qui après la crise argentine avait réussi à sortir de la crise avec un accord de remboursement de la dette, etc. Bon, là, a été condamné par un des fonds vautours, puisqu'ils nous appellent comme ça, devant le tribunal de New York, qui demande une somme qui est presque l'équivalent de la somme des exportations argentines comme compensation. Si l'Argentine continue à... Alors, l'Argentine avait, du coup, n'avait plus accès, ce qui n'était pas forcément mauvais, au FMI et au Fonds de la Banque mondiale. Mais si l'Argentine refuse de payer,
après la sanction du tribunal de New York, c'est l'accès de ces produits sur le marché américain qui est en cause. Je vous donne juste un deuxième exemple qui est rigolo, mais le rhum cubain est fabriqué par Pernod Ricard à Cuba. Pernod Ricard que vous connaissez, qui est maintenant une grande multinationale des alcools, etc. Pernod Ricard ne peut pas vendre ce rhum cubain sur le territoire, sur le marché américain, parce que sur le marché américain, il y a Bacardi, un rhum des Cubains exilés extrêmement puissant, qui à chaque fois gagne des procès que Pernod Ricard leur intente pour refus de libre concurrence. Alors, on ne pleure pas sur Pernod Ricard, c'est pas le problème, mais par contre, il est jusqu'à maintenant impossible, ils ont dépensé des sommes colossales, ils n'ont pas accès au marché américain. Bon, Accor, les hôtels, si ils ont le malheur de construire un hôtel sur une propriété expropriée par le gouvernement cubain en 1959, ils ont 15 hôtels à Cuba, ils en ont 300 aux États-Unis, eh bien ils ne pourront plus garder leurs hôtels aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire que, quand je dis déclin relatif, c'est relatif. Hein. Les moyens, les contraintes restent très importantes. Donc, en gros, on est entré, je termine, dans une période passionnante, mais où les défis et les difficultés maintenant sont très importants. Et globalement, c'est évidemment l'intégration régionale qui est la solution à ces problèmes. C'est-à-dire que la possibilité d'aller de l'avant maintenant passe par là. Parce qu'il y a un vrai problème de rapport de force. Hein. C'est pas la Bolivie tout seul, l'Équateur tout seul, etc. Il y a le Brésil. Mais alors là, maintenant, on est de nouveau. On a eu une phase peut-être un peu particulière dans laquelle finalement, il y a le couple, le duo Chavez-Lula a fonctionné quand même avec des différences, mais a fonctionné en accord, au moins sur le plan régional, sur le plan diplomatique. Avec la mort de Chavez et les difficultés là, qui commencent au Brésil, parce que là, il y a des difficultés qui commencent à se manifester sur tous les plans, on n'a pas forcément la même impulsion, d'où on est dans une situation d'incertitude, et je crois que là, non pas qu'on a mangé pain blanc, mais qu'il va y avoir un certain nombre d'épreuves et qu'on ne sait pas comment ces différents gouvernements vont les dénouer, et surtout maintenant que l'hétérogénéité, au fur et à mesure que les difficultés sont plus importantes, l'homogénéité qu'on a eue pendant un certain temps entre ces gouvernements, ou les accords qui ont quand même été sur des questions essentielles, des accords importants, s'affaiblissent, et le leadership que Chavez pouvait exercer n'est plus là non plus, et son successeur n'aura pas le même. Donc quelles vont être les mobilisations, quelles vont être les réactions populaires, ça c'est une grande inconnue. Ça n'enlève rien, tout ça, au fait qu'on assiste à un processus qui était un processus passionnant, mais un processus qu'on n'avait pas connu, qui est le premier processus, je dirais, on peut dire révolutionnaire, ou en tous les cas socialement très important depuis la chute du mur et celle de l'Union soviétique. Merci beaucoup.